Bonjour, merci beaucoup José Luis, merci d'être là. Je vais me proposer dans ce travail de revenir un petit peu sur la question des origines du jeu vidéo, plus exactement sur la question de l'origine, de l'idée du jeu vidéo, dans une approche culturelle qui me semble permettre de contourner des problèmes récurrents de définition et puis d'écarter un petit peu tout déterminisme technologique en m'intéressant à l'objet, au jeu vidéo, sous l'angle des usages, des circulations dans lesquelles il est pris, en m'intéressant également aux jeux de ressemblance et de différence avec d'autres médias. En fait, je ne vais donc pas m'intéresser vraiment à ce qu'est le jeu vidéo. Mathieu Triclot me semble avoir bien montré la limite de cette approche dans le brillant dialogue qui ouvre Philosophie des jeux vidéo, mais au rapport que les jeux vidéo entretiennent avec d'autres pratiques sociales, d'autres types de représentations. Et je vais me concentrer pour ça sur le domaine nord-américain, qui est mon domaine de spécialité, en espérant présenter ici des documents inédits ou peu discutés, notamment dans le rapport que les jeux vidéo peuvent entretenir avec la bande dessinée, dans la manière dont la bande dessinée parle du jeu vidéo, et en m'intéressant au début des années 80, comme une période durant laquelle cette idée du jeu vidéo prend forme. Alors on en discutait pendant le repas, je le précise, je dis idée de jeu vidéo, je veux dire video game, et je parle vraiment du domaine nord-américain, au sens où toutes les conclusions, tout ce que je vais présenter ici s'applique dans cette ère culturelle-là, avec d'infinies précautions à prendre si on essaye de réapporter l'idée dans le domaine francophone. Donc voilà, quand je dirais jeu vidéo, je veux dire video game, mais je ne vais pas le faire à chaque fois parce que l'anglicisme est un peu fatigant. Alors, j'aimerais commencer cette présentation par cette image. Alors, cette image, c'est une planche de Mad Magazine, dans laquelle on voit un personnage de Don Martin. Don Martin, c'est une des vedettes de Mad. À l'époque, il a 30 ans, ça fait 5 ans qu'il travaille pour le magazine. Et Mad Magazine, c'est un des baromètres de la culture populaire nord-américaine. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel toutes les modes, tous les emballements sont chroniqués, sont passés en revue, sont moqués. Et donc on a une planche assez typique de Don Martin dans laquelle on a un personnage vaguement simiesque qui s'énerve, qui s'agace et dont les réactions exagérées vont être contrastées avec la fixité de la machine, la fixité de la borne jusqu'au moment où, poum, dans l'avant-dernière case, ça explose. Alors le titre de cette planche, c'est Penny Arcade, in the Penny Arcade, et ça nous rappelle que les jeux vidéo apparaissent dans des lieux qui en fait existent depuis le début du XXe siècle. Donc les Penny Arcade, c'est un concept qui est... Le nom apparaît à partir de 1903, 1905, les sources ne sont pas tout à fait convergentes là-dessus. Et les Penny Arcade, c'est l'endroit où, au début du XXe siècle, on a par exemple des mutoscopes. Les mutoscopes, c'est ces petits appareils cinématographiques devant lesquels on se met et on tourne la manivelle pour voir un homme qui embrasse une femme, un striptease, ou comme dans l'illustration que je vous ai mise là, une jeune fille complètement sur la droite qui est en train de regarder une exécution sur la chaise électrique à Sing Sing. Donc on voit des choses un peu scandaleuses, mais ce qui est assez fascinant quand on voit cette photo des années 30, c'est à quel point les meubles, à quel point le lieu, à quel point la sociabilité, c'est déjà celui de la salle d'arcade des années 80. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un lieu qui est une salle d'arcade à toute finalité, sauf qu'on n'a pas exactement sur les mêmes machines. Puis les Penny Arcade, c'est intéressant aussi parce que ça nous dit que dès le début du XXe siècle, c'est un lieu qui inquiète les réformateurs. C'est un lieu dans lequel les jeunes gens vont dépenser leur argent à des loisirs peu recommandables. Et en même temps, c'est aussi le lieu du merveilleux technologique. Et le poème que je vous ai mis de 1905, qui est sur le côté, nous parle de ce lieu de sociabilité, de ce lieu de rencontre, de ce lieu dans lequel on voit des choses qui sont de l'ordre du merveilleux. Donc, le jeu vidéo s'inscrit dans un lieu qui existe déjà, dans une sociabilité qui existe déjà. Et j'irai même plus loin, le jeu vidéo s'inscrit dans la continuité d'autre chose, puisque ce qui est montré là, c'est pas un jeu vidéo. Ce qui est montré là, en fait, c'est un jeu de 1961, c'est donc un jeu électromécanique. C'est donc pas un jeu vidéo, mais la représentation dessinée efface ce petit moment cette petite incertitude technologique, cette petite frontière technologique, et ça nous dit que sur le plan des lieux, sur le plan du jeu, le jeu vidéo, c'est rien de bien neuf. C'est dans la continuité de ce qui précède. Pourtant, le jeu vidéo, on en parle ici comme d'un objet en soi. On en parle ici comme d'une culture en soi. Et donc, il se passe un moment durant lequel la continuité s'efface un petit peu. On perd de vue cette continuité et le jeu vidéo devient
devient cet objet en soi, devient cette idée indépendante, cet objet qui fait rupture. Alors, donc là, ce que je vous montrais, c'est 1961. En réalité, ce jeu auquel joue le personnage de Don Martin ressemble pas mal à des jeux ultérieurs, hein, donc dans les jeux électromécaniques. Ici, Speedway qui date de 1969, mais ces jeux électromécaniques de course sont très très populaires dans les années 60. Donc, ici, voilà, on a une ressemblance avérée avec quelque chose qui va être développé ensuite, mais tout ça nous dit bien, une nouvelle fois, que le jeu vidéo, tout est déjà là avant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut approcher, comment est-ce qu'on peut résoudre cette question de l'émergence d'une culture du jeu vidéo, d'une culture propre ? Alors, mon idée initiale, c'était d'essayer de le définir de l'intérieur, de voir comment le jeu vidéo accapare, récupère toutes les formes médiatiques avec lesquelles il voisine, notamment donc, le cinéma, la bande dessinée, le jeu de rôle, tout ça. En fait, ça, je vais le faire très rapidement. Je vais le faire très rapidement, notamment parce que Alexis Blanchet parle après moi et que j'aurais mauvaise conscience à le plagier entièrement puisqu'il a fait un livre sur la question mais juste pour dire un mot qui est le jeu vidéo. Dans ces années formatives, la première décennie après Pong, c'est-à-dire en gros 72-82, adapte très peu, ou plus exactement, il incorpore beaucoup de scènes clés. En fait, cette logique d'adaptation, c'est la logique de prendre les moments saillants, de prendre des adaptations en surface, des adaptations de moments mémorables, et de ne garder de Tron, par exemple, que la course de moto, quand on produit un jeu de moto, de l'associer à cette image de Fonzie en train de chevaucher sa moto. C'est le jeu Fonz de Sega que vous avez à droite de l'écran. Qui d'ailleurs est un jeu qui avait été développé sans aucune référence à Happy Days, mais qui ensuite a incorporé le visage de Fonzie pour donner un petit cachet intermédiatique à tout cela. Alors cette pratique d'adaptation par les moments clés, c'est pas du tout une spécificité du jeu vidéo. Les adaptations de films de super-héros, par exemple, pratiquent très largement cela. Reprendre une image clé, reprendre un moment clé, une réplique, et ensuite tresser une narration complètement nouvelle autour. Donc il y a là quelque chose qui est notable sans être absolument exceptionnel. Les jeux vidéo incorporent également beaucoup de systèmes de règles déjà existants. La fascination du jeu vidéo pour les jeux de sport, pour les sports, c'est cette idée de reprendre une mise en modèle du monde qui est déjà pratiquée, pendant laquelle les objectifs sont déjà familiers, déjà bien codifiés, et quitte à simplifier ces objectifs. La preuve finalement de cette propension des jeux vidéo à incorporer des mécanismes et des règles déjà existantes, c'est la vitesse à laquelle les Donjons & Dragons est adapté en jeu sur ordinateur. Donjons & Dragons, la version papier, Dungeons & Dragons, ça date de 1974, première édition. Dès 1975, on a plusieurs exemples d'adaptation de Donjons & Dragons. En d'autres termes, le jeu vidéo se nourrit d'imaginaire, se nourrit de règles déjà existantes, de choses facilement transposables. Bon, alors voilà, c'est dit. Quand on s'intéresse à ce que fait le jeu vidéo dans son rapport aux autres médias en termes d'importation, le catalogue pourrait être beaucoup plus long, mais finalement, ce serait cela, un catalogue. Et donc, je vais plutôt m'intéresser à la façon dont le jeu vidéo est défini de l'extérieur. C'est-à-dire, que disent les autres médias sur le jeu vidéo, et comment peut-on comprendre, à la lumière de ces représentations, l'émergence de l'idée de jeu vidéo, non comme un ensemble de technologies, non comme la continuation des flippers et des jeux électromécaniques, mais bien comme quelque chose de nouveau, comme un ensemble de pratiques, comme un ensemble de représentations culturelles qui font qu'on peut parler de jeux vidéo non plus par opposition à d'autres types de jeux, mais les jeux vidéo par opposition à la télévision, les jeux vidéo par opposition à la radio, au cinéma, etc. Bref, à quel moment les jeux vidéo se constituent-ils comme médias ? Alors, j'aimerais commencer par une question de terminologie pour souligner que dès 1973, on parle de video game en anglais. On en parle dans la presse et dès la fin des années 70, on en parle dans les brevets. Donc c'est vraiment quelque chose qui rentre dans l'usage très très vite. Donc Pong 72, 73, début 73, video game. Mais il faut comprendre ce terme comme voulant bien dire cela. Video game.
c'est-à-dire un jeu avec un écran par opposition à un jeu dans lequel on déplace un bidule, un jeu dans lequel on va déplacer des objets mécaniques. Donc, video game à l'époque, ça veut bien dire un jeu qui emploie le support vidéo, la technique de la vidéo, par opposition à autre chose. Mais, rétrospective, on a un biais téléologique qui nous invite à lire cette expression comme étant déjà l'expression qu'on connaît. Le jeu vidéo comme un ensemble de culture, comme une culture, comme un ensemble de récits, comme un ensemble de pratiques. Mais c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Donc, et ce qui est d'ailleurs frappant dans cette idée d'une continuité technologique, c'est à quel point les publicités pour les jeux électromécaniques ressemblent aux publicités pour les jeux vidéo à l'époque. On a là un jeu 74 et un jeu 75, et vu de loin, un peu comme dans la planche de maths que je vous montrais tout à l'heure, il semble très difficile de dire qu'on a affaire à un type de contenu ou à l'autre. On voit bien qu'on est vraiment sur un rapport de continuité, et en fait tout au long des années 70, dans les salles d'arcade, les deux types de jeux vont cohabiter. Donc l'un a un facteur de nouveauté, mais il voisine avec l'autre qui n'est pas moins bien, qui n'est pas moins désirable. D'ailleurs, et pour l'anecdote, en 74-75, le jeu qui marche dans les salles d'arcade, c'est le baby-foot aux États-Unis. Donc c'est vraiment c'est ça l'engouement, c'est ça la vraie vogue. Donc, les documents dont on dispose à propos de l'usage qui est fait des jeux vidéo à l'époque témoignent à leur manière également de cette continuité culturelle, du fait que le jeu vidéo n'est pas à l'époque une rupture, mais qui s'inscrit dans un paradigme existant. Alors je pense à un texte important du New York Times de 1974 qui s'appelle The Space Age Pinball Machine, qui d'ailleurs incorpore explicitement le jeu vidéo dans la continuité de ces machines comme les flippers et les jukebox et tout le reste. Et ce qui est assez frappant quand on lit cette description que vous avez là, que je ne vais pas vous lire à voix haute, c'est qu'on y lit une description du jeu vidéo comme une pratique mixte. On y lit aussi le jeu vidéo comme un marqueur social, c'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est le loisir des intellectuels, c'est le loisir des universitaires. Les classes populaires viennent jouer au flipper, les intellectuels viennent jouer aux jeux vidéo. On a bien du mal à reconnaître dans cette description la salle d'arcade archétypale des années 80, celle dans laquelle des jeunes gens désœuvrés viennent boire des boissons sucrées en détruisant des extraterrestres. On n'est vraiment pas dans cet imaginaire-là. Si on s'intéresse à un article qui a déjà été cité plus tôt ce matin, c'est celui sur le premier championnat intergalactique de Space War, donc il y a un très long article fascinant dans Rolling Stone en 1972 qui décrit les gens qui, au MIT, jouent aux jeux vidéo depuis 10 ans. Alors des gens qui, eux, perçoivent le potentiel de rupture, qui, eux, ont eu le temps de réfléchir aux jeux vidéo comme quelque chose de radicalement neuf. Mais pourtant, ils parlent du jeu vidéo. Mais au fond, leur propos, c'est que le jeu vidéo, ça fait partie de la révolution informatique générale. Et dans cet article fascinant, absolument fascinant, le jeu vidéo, c'est une révolution potentielle, mais pouvoir faire ces comptes domestiques sur un tableur, sur un ordinateur à la maison, ça n'est pas moins une révolution. Donc c'est l'informatique tout entière, c'est l'ordinateur domestique familial qui est annoncé comme révolution, pas le jeu vidéo en tant que tel. Et par ailleurs, il est assez frappant de constater une nouvelle fois dans cet article qu'il y a vraiment une insistance sur la mixité. C'est une pratique mixte, ce n'est pas une pratique outrageusement masculinisée, et le rôle des femmes est souligné tout au long de l'article, et on sent bien que c'est une communauté qui bien sûr est nourrie déjà de Tolkien, qui est nourrie des space opéras, donc qui a quand même cet imaginaire qu'on va associer aux jeux vidéo, mais qui par ailleurs ne ressemble pas encore à cette image culturelle archétypale qu'on voit se fixer dans des films comme Wargame dans les années 80. Donc, il se passe quelque chose entre 72 et 74 et, mettons, 83, Wargame. Ce moment où la culture des jeux vidéo est cristallisée, elle est reconnaissable. Le jeune garçon qui détruit des extraterrestres dans une salle d'arcade de plus ou moins malfamée. Alors quand est-ce que ça se produit ? La réponse, elle paraît évidente pour qui s'intéresse à l'économie des jeux vidéo. Le crash de 83 est précédé par une période de prospérité, donc ça serait à ce moment-là. Bien. Très bien. Mais la réponse est un peu courte, c'est-à-dire que l'explication économique, ce n'est pas forcément une explication culturelle. Quelque chose peut avoir du succès sans former une culture. Je vais vous prendre un exemple, les Pogs. Les Pogs, c'est un emballement, je ne crois pas qu'il y ait de culture des Pogs. Pour autant, les Pogs sont un phénomène qui, économiquement, a une apogée et les hand spinners l'an dernier. Les hand spinners, je ne crois pas qu'il y ait une culture du hand spinner. Donc, le succès commercial ne suffit pas à démontrer l'impact culturel.
Alors je me suis intéressé de nouveau à MAD, toujours comme baromètre, et en fait MAD nous donne un petit peu nous donne une date possible à laquelle cette culture du jeu vidéo est constituée. 1982, vous voyez cette salle d'arcade dans laquelle des jeunes garçons sont en train de détruire des créatures extraterrestres avec plein de jeux vidéo. Je vais revenir à cette image, mais là on est en 1982. MAD Magazine, avant 1982, ne s'intéresse absolument pas aux jeux vidéo. Pas du tout. Ça n'est pas un sujet. Et le fait que ce n'est pas un sujet, c'est pas simplement le fait que ça soit marginal économiquement. Ça n'est pas un sujet parce qu'on ne peut pas en parler, ça n'a pas de cohérence, ce n'est pas un objet dont on peut parler. National Lampoon. Le National Lampoon, c'est le grand concurrent de MAD et c'est le concurrent pour les jeunes adultes. MAD, c'est pour les enfants et adolescents. National Lampoon, c'est pour les adultes. Pas un mot sur le jeu vidéo dans le National Lampoon. Playboy, à ma connaissance, Playboy qui s'intéresse beaucoup à toutes ces choses-là. Hugh Hefner, le patron de Playboy, dès 1974 a des jeux vidéo dans sa cave, parmi ses flippers, etc. Playboy ne parle pas de jeux vidéo. Donc, les grandes revues américaines ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, n'en parlent pas, ne peuvent pas en parler, ne savent pas en parler. Et pourtant, MAD, en 82, consacre 2 couvertures coup sur coup aux jeux vidéo. Difficile d'y voir une coïncidence. Le premier, et à chaque fois, on a un article dans les pages intérieures. Donc une parodie de Space Invaders, puis un Pac-Man homme de l'année. Alors cette couverture de Pac-Man homme de l'année, elle est d'autant plus fascinante qu'elle reprend donc la maquette de Time Magazine, et elle anticipe en réalité de quelques mois sur la fameuse couverture de Time qui va en janvier 83, donc quelques mois plus tard, décerner le titre d'homme de l'année à l'ordinateur. Couverture assez mémorable, assez souvent citée, et que MAD anticipe de plusieurs mois. Et cette couverture de MAD coïncide avec une autre couverture très intrigante de Time, durant laquelle on voit The Pac-Man, qui est donc une couverture qui parle des lobbyistes en réalité dans le système politique américain, et qui emploie la métaphore de Pac-Man, ou l'allusion de Pac-Man, comme quelque chose qui est déjà rentré dans la culture. Alors vous me direz tout ça est un peu facile, puisque en fait MAD et Time appartiennent au même groupe. Et que ce même groupe, c'est aussi celui qui contrôle l'Atari. Donc tout ça n'est pas complètement de l'ordre de la coïncidence. Pour autant, il semble qu'il y ait une grande indépendance éditoriale entre les uns et les autres. Mais donc la facilité à se moquer de Time est particulière. Enfin, évidemment, c'est plus simple quand on est sûr de ne pas avoir de procès derrière. Bref. Donc, deux articles de MAD, celui en 82. Le premier, il est confié à Al Jaffe. Al Jaffe, c'est quelqu'un qui a 60 ans. Il est à MAD depuis les années 50. C'est un vrai vétéran. Et les jeux vidéo, c'est pas son truc. Donc, le premier article de MAD, c'est la séance de rattrapage. On confie à quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'est le jeu vidéo une représentation assez fidèle, graphiquement, c'est pas mal, ça ressemble potentiellement à un jeu vidéo de l'époque, mais on sent que le potentiel transgressif est un peu érodé par le fait que l'auteur ne connaît pas son sujet. Comment sait-on qu'il ne connaît pas son sujet ? La première parodie, celle que vous avez en haut à gauche, vous propose un jeu dans lequel il faut faire traverser la route à des piétons sans qu'ils se fassent écraser par des voitures. Alors on me dirait, ça ressemble beaucoup à Frogger, c'est vrai. Ou si on veut être un peu plus précis, ça ressemble à Freeway, un jeu dans lequel il faut traverser la route sans se faire écraser par des voitures. Et donc, ce qui est censé être une charge satirique dans MAD est en réalité la description d'un jeu qui existe et qui donc mésestime le potentiel transgressif des jeux vidéo à l'époque. Transgressif, je l'évite, mais en tout cas, on sent que MAD fait cette séance de rattrapage. Par contre, le deuxième numéro, celui qui avait en couverture Pac-Man homme de l'année, représente cette salle d'arcade de manière très précise. Et là, on voit, c'est confié à un dessinateur qui a une trentaine d'années. J'ai eu du mal à en être absolument certain, 20-30 ans. Enfin, c'est un dessinateur bien plus jeune qu'Al Jaffe, un scénariste bien plus jeune qu'Al Jaffe. Les jeux vidéo qui sont présentés, Miss Pac-Man, Gorf, ce sont des vrais jeux vidéo qui pour certains datent du début 82. Donc on est sur quelque chose qui paraît à l'été et qui parle de jeux vidéo parus au début de l'année. En d'autres termes, on est sur quelqu'un qui est allé dans une salle d'arcade pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis ce jeu des 7 erreurs, quelles sont les 7 erreurs dans cette salle d'arcade ? Eh bien, la 15e me semble significative. There are girls in here, c'est-à-dire une des erreurs, évidemment, tout le monde le sait en 1982, il n'y a pas de filles qui jouent aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, juste 2 anecdotes, la petite station que vous avez en haut à droite, c'est les grands moments de l'histoire du jeu vidéo tels que définis par Electronic Games, qui est le premier magazine de jeux vidéo aux États-Unis, et qui déjà note comme un événement exceptionnel un jeu qui fait jouer les femmes aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, Electronic Games consacre son 3e numéro à un dossier les femmes et le jeu vidéo. Donc déjà, tout le caractère exceptionnel, la mixité des années 70, elle est perdue. Finalement, on voit en 82 dans cet article-là, on voit que MAD
donne à lire cette image du jeu vidéo, qui est encore l'image contemporaine, en tout cas une image qui va largement influencer les représentations jusqu'à une période récente, puisqu'on a estimé nécessaire dans cette journée d'études de nier cette image tout à l'heure, en rappelant qu'il y a des joueuses et en rappelant qu'il y a sinon une majorité, du moins un équilibre entre les joueurs et les joueuses. Ce qui me paraît également intéressant, c'est que MAD parle de jeux vidéo, video game, à propos des consoles et des jeux d'arcade, au moment où les revues spécialisées, elles, s'acharnent à distinguer video games, computer games, standalone games, arcade games. Pour MAD, déjà, c'est plus une distinction vraiment pertinente. Le jeu vidéo, c'est un ensemble homogène. Alors, on voit bien que pour Electronic Games, il y a la marque du connaisseur. On essaye d'informer précisément des lecteurs exigeants qui, eux, savent bien qu'on ne joue pas tout à fait aux mêmes choses sur ordinateur et en salle d'arcade. Mais, malgré tout, pour dire video games et l'appliquer indifféremment aux ordinateurs, enfin aux jeux sur ordinateur, aux jeux d'arcade et aux jeux console, ça veut dire que l'idée existe. Ça veut dire qu'il y a une idée qui dépasse la technologie, qui dépasse des usages spécifiques. Je reviens très rapidement sur un article sur la seule occurrence d'un journal parodique s'intéressant aux jeux vidéo avant 1980, c'est Crazy. Crazy, c'est un mauvais clone de MAD qui est édité par Marvel et qui en 1978 fait, contre toute attente, un article sur les jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'on constate quand on voit cet article que je ne vais pas laisser à l'écran très longtemps? Eh bien, on constate que, en fait, les jeux vidéo en 1978 pour Crazy, c'est pas du tout des jeux vidéo. C'est une remédiation de jeux existants. Les jeux vidéo, ça veut dire télévision interactive, ça veut dire qu'on fait du bingo, ça veut dire qu'on fait tout ce genre de choses. Mais on n'est pas du tout sur cette idée de représenter un imaginaire et des pratiques. On est en train de s'intéresser encore à la technologie. Donc pour affiner un peu la fenêtre que j'évoquais tout à l'heure, cette représentation publique, cette constitution publique de l'idée de jeu vidéo, entre 78 et 82, c'est là que ça se joue. C'est un moment très précis. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bon, deux hypothèses très rapides, enfin deux remarques très rapides. L'une, c'est la convergence des contenus. Pour parler de jeux vidéo, il est plus facile de penser le jeu vidéo comme un ensemble homogène s'il y a des conversions. Or, les conversions, ça suppose qu'on n'est plus entièrement sur une logique de matériel, mais qu'on est sur une logique de software, on est sur une logique de logiciel. Or, Activision, la première compagnie qui va faire vraiment du logiciel indépendamment de tout le matériel, Activision, c'est 79. En d'autres termes, ça correspond avec ces dates-là, le moment où on invente le logiciel en tant que quelque chose d'indépendant du matériel. Et on peut considérer rapidement que le grand âge des conversions, c'est-à-dire le moment où, par exemple, Space Invaders arrive sur la VCS d'Atari en 1980, Pac-Man arrive en 1982, donc la conversion généralisée des contenus qui fait qu'on joue bien au même jeu sur un Spectrum, sur un Atari, et en salle d'arcade, eh bien c'est à peu près cette période-là. Et à mon avis, c'est pas une coïncidence, mais j'ai du mal à le prouver. Un autre point, c'est la convergence des imaginaires via le catalyseur de Star Wars, qui fait que bien sûr, les gens du MIT en 72 s'intéressaient à la science-fiction, mais que là, on a un imaginaire qui est un imaginaire de la science-fiction visuelle, qui devient disponible post-Star Wars, qui est un imaginaire qui a donc ses vaisseaux, ses figures imposées, qui va réactiver l'imaginaire de Flash Gordon, à la fois dans la bande dessinée et dans les pulps des années 30. Et là, c'est les deux illustrations que j'ai choisies qui viennent du dossier donc, sur les jeux vidéo de science-fiction de Electronic Games numéro 2, premier dossier thématique, la science-fiction. Là, ça s'ouvre sur un mauvais décalque des vaisseaux Star Wars, et ça se poursuit par une jeune fille en bikini défendue par un gars avec un pistolet laser, tout droit tout droit mal décalqué des pulps des années 30 ou de ce qui se pratiquait dans les revues à l'époque. Le jeu vidéo, à partir du moment où l'idée apparaît, eh bien, il entre en dialogue avec d'autres formes médiatiques. C'est ce que je disais, le jeu vidéo ne s'oppose plus simplement au jeu électromécanique, il s'oppose, ou en tout cas il peut dialoguer, il peut être en rapport avec le cinéma, la bande dessinée, tout ça. Starlog, qui est une revue créée en 1976, qui parle beaucoup de cinéma de science-fiction, qui est a priori un endroit où on pourrait s'attendre à voir parler de jeux vidéo, comme ça au détour d'une page. La première occurrence de jeux vidéo dans Starlog, c'est dans ce numéro 67 à propos de la sortie de Tron, qui donne l'occasion à Starlog de faire des tests de jeux vidéo pour la seule et unique fois du début de son histoire. Avant, il n'en est pas question. C'est-à-dire qu'on est encore sur ces dates-là, 82, 83. Maintenant, je vais revenir brièvement sur ce qui se passe par rapport à la bande dessinée. Que fait la bande dessinée? Comment est-ce qu'on peut voir d'autres occurrences de ce dialogue intermédiatique qui s'instaure à partir du moment où le jeu vidéo est constitué comme média? Eh bien, ça commence par la publicité. C'est-à-dire que décembre 1982, dans tous les magazines, dans tous les comic book Marvel, il commence à y avoir des publicités pour le jeu vidéo. Il n'y en a pas avant. Il n'y en a pas une seule avant. Avant, le jeu vidéo apparaît
par hasard, au détour des catalogues de gadgets à gagner, quand vous renvoyez des coupons, vous avez de temps en temps la chance de voir une petite console. Décembre 82, il y en a dans tous les magazines Marvel. Janvier 83, Marvel lance Blip. Blip, ça ressemble à ça, hein, ça ressemble à un comic book, et on y trouve des conseils pour gagner à Pac-Man, des high scores et des bandes dessinées dans lesquelles on voit des personnages de jeux vidéo qui vivent leurs aventures. Donc une idée d'une sorte de convergence possible, mais évidemment là, il y a un impératif commercial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les éditeurs de jeux vidéo font de la publicité dans les magazines Marvel, Marvel peut aussi être tenté de rendre à l'appareil. L'explication commerciale, l'explication de la prospérité, du succès économique semble marcher ici. 1982 toujours, Atari et DC Comics travaillent de concert pour offrir des mini-comics en même temps joints aux consoles de jeux. Là encore, rien n'interdisait d'imaginer cela auparavant. Mais c'est en 82 que ça se produit, et ça se produit avec à la fois une série qui va devenir la série Atari Force, des comics à suivre qui vont être livrés avec plusieurs consoles et qui vont ensuite devenir une série indépendante, qui n'ont rien à voir avec Atari d'une quelconque manière, à part le logo qui leur sert sur leurs uniformes et qui sert également pour leur base secrète. Si vous voyez un petit peu ces masques, mais avec des logos Atari. Et certains des autres mini-comics par exemple, reprennent j'allais dire l'intrigue de Centipede, c'est un petit peu exagéré, mais quant à Yard's Revenge, que j'ai mis en tout petit ici, c'est en fait un mode d'emploi sous forme de bande dessinée, mode d'emploi plus scénario sous forme de bande dessinée. C'est-à-dire c'est une mise en narration d'un jeu qui est très peu narratif par ailleurs. Alors vous allez me dire, très bien, mais là encore, succès économique, tout ça se justifie. D'autant qu'une nouvelle fois, Atari et DC Comics, c'est la même société, c'est le même conglomérat. Bien, simultanément, Heavy Metal, c'est le métal hurlant américain. Heavy Metal ne prend pas de publicité des éditeurs de jeux vidéo. Eh bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que courant 1982, Heavy Metal inaugure une rubrique jeux vidéo en bande dessinée qui fait donc de la critique assez subtile, assez délicate du jeu vidéo. Il y aura 24 chroniques comme celle-ci pendant les numéros qui suivront, y compris des choses fascinantes comme ce moment où Lemmy de Motorhead vient tester des jeux vidéo en salle d'arcade, ou bien plus tard Joey Ramone qui est invité sur une pleine page de bande dessinée à jouer des jeux vidéo. Le tout dessiné par un dessinateur punk, John Armstrong, qui lui-même a sa revue punk new-yorkaise et qui connaît bien ce milieu-là, et qui donc fait la synthèse entre bande dessinée, musique punk et jeux vidéo, et qui propose donc cette convergence médiatique que là encore, on aurait pu imaginer précédemment, mais qui n'existe pas une nouvelle fois avant 1982. Du côté de Marvel, Epic Illustrated, c'est le concurrent de Heavy Metal, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que toute fin 81, Epic Illustrated, qui a déjà des chroniques de livres et des chroniques de films, se dote d'une rubrique Game View par le scénariste Stephen Grant, et que cette rubrique Game View va parler de Space Invaders, d'addiction aux jeux vidéo, dans cet exemple-ci de la crise du jeu vidéo en 1983, de la part de quelqu'un qui se présente comme un néophyte dans le secteur, mais qui va parler des conversions également sur l'ordinateur qu'il a acheté en espérant pouvoir jouer à Pac-Man, mais il ne peut pas car il n'y a pas Pac-Man sur son ordinateur, mais donc il va acheter un clone, et il raconte tout ça au fil de page, dans une rubrique qui alterne entre chroniques de jeux de rôle et de jeux vidéo, mais qui une nouvelle fois va paraître de 80 à 83, et une nouvelle fois indépendamment de détermination économique directe. Il n'y a pas de nécessité stricte pour Epic Illustrated, qui n'a pas d'annonceur de jeux vidéo, de publier ses revues. Et donc, il me semble que ce bref parcours des dialogues avec les autres médias, nous permet d'affirmer que cette période 1980-1983 n'est pas uniquement la période d'un succès commercial, qu'il se passe autre chose que ce simple succès commercial. Et que cette autre chose, c'est la constitution du jeu vidéo comme média, au sens d'une synthèse entre des contenus, une technologie et des acteurs qui tous ensemble contribuent à définir le jeu vidéo tel qu'on va l'entendre pendant très longtemps. Et il est très frappant de constater que le couple bande dessinée-jeu vidéo, qui apparaît si solide, c'est tellement solide que dans Stranger Things numéro 2, la deuxième saison de Stranger Things par exemple, il apparaît comme une évidence que le jeu vidéo et la bande dessinée vont de pair, qu'ils parlent aux mêmes gens, qu'ils véhiculent le même imaginaire. Eh bien, cette affinité médiatique, elle est en réalité construite en 1982. Elle n'existe pas du tout auparavant, il n'y a rien de l'interdit, et pourtant, elle apparaît subitement
sur le 82, fin 81, la date exacte évidemment serait évidemment arbitraire. Mais on est vraiment sur une période très courte dans laquelle on voit se constituer des affinités médiatiques durables qui vont figer la représentation des jeux vidéo et qui vont introduire donc cette rupture avec tout un ensemble de pratiques et de technologies qui préexistaient et dont j'espère avoir montré qu'elles ont finalement beaucoup en commun avec ce que sont les jeux vidéo, en dehors précisément de ces représentations, de ces usages, bref, de cette culture. Je vous remercie.